Mon professeur, c'est grâce à lui aujourd'hui que je deviens un homme. Et ça va être difficile. Alors, il est ancien professeur de sciences économiques. Donc, M. El Hajj va présenter une intervention sur la théorie politique macroéconomique pour le cas du Maroc. M. El Hajj, à votre part. Merci, professeur Karim. Merci au professeur Karim et au professeur Zahir pour leur invitation. Et chers collègues, professeurs, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à vous. J'ai essayé de trouver un sujet qui me concerne en tant que membre du CESE et en tant qu'universitaire aussi. Alors je l'ai intitulé « Théorie et politique macroéconomique au Maroc ». La théorie macroéconomique qui fonde la politique économique. Et la politique économique conjoncturelle a deux composantes, comme vous le savez, la politique budgétaire et la politique monétaire. Il y a un fondement, en fait, il y a un syncrétisme théorique, parce qu'il y avait un seul modèle cohérent jusqu'au milieu des années 70, et à partir du milieu des années 70, il y a une fragmentation théorique, et ce qu'on appelle le modèle macroéconomique qui fonde les politiques économiques et qu'on appelle également le DSGE. Ce DSGE est un syncrétisme qui puise dans plusieurs théories. Et l'objectif de rappeler cela, c'est pour dire que la politique économique n'est pas basée sur quelque chose de sacré, quelque chose d'établi. Parce qu'en fait, le fondement théorique est plus pragmatique que théorique, réellement. Voilà ce que traite la première section de ce travail que je vous présente, qui est assez court. Deuxième, justement, je me permets d'étudier, de critiquer la politique économique telle qu'elle est pratiquée au Maroc ou dans les pays en développement, parce que, en fait, le modèle a été fait pour les pays développés. Donc, le rapport théorie économique et la pratique des politiques économiques conjoncturelles a évolué dans le temps, comme je viens de l'expliquer, depuis l'émergence de la macroéconomie, durant les années 1930. Même le terme macroéconomie a été inventé en 1933. C'est vrai que Keynes s'inscrivait dans la macroéconomie sans savoir la nommer. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a mis l'adjectif général. Théorie générale. Générale dans son esprit, ça voulait dire macroéconomique. Mais il n'avait pas le terme pour dire macroéconomique. Même si j'ai dit que ça a été créé en 1933, en fait, il n'était pas encore connu jusqu'à la fin des années 30, début des années 40. Donc, ce qui a créé la macroéconomie, c'est la théorie générale de John Maynard Keynes, qui a été publiée en 1936. Théorie générale de l'emploi, de la monnaie et de l'intérêt, publiée en 1936. Dans l'après-guerre, les politiques économiques conjoncturelles ont été une fidèle application du modèle keynésien qui a été exposé pour l'essentiel dans la théorie générale. Avec une petite réserve que je vais mettre tout de suite, car dès 1937, c'est pratiquement au lendemain de la publication du livre, il y a eu une relecture de la théorie générale par John Hicks, prix Nobel d'économie, une relecture dans le cadre néoclassique, et
qui a donné ce qu'on appelle le modèle ISLM. Et le modèle ISLM a été appelé synthèse néoclassique. En fait, c'est la synthèse entre Keynes et la théorie néoclassique. Et c'est cette synthèse néoclassique, développée pour l'essentiel par X, mais à laquelle vont adhérer comme Samuelson et autres, qui va conduire à la politique économique, comme j'ai dit, jusqu'au milieu des années 1970. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au milieu des années 1970? C'est qu'il y a eu le choc pétrolier, mais il n'est pas le seul facteur. Il y a eu également baisse de la productivité aux États-Unis d'Amérique depuis le milieu des années 1960. Tout cela a donné lieu à une inflation importante qu'on va subir au Maroc d'ailleurs. Une inflation combinée à une crise de chômage. C'est ce qu'on appelait la stagflation. La stagflation est impossible dans le cadre keynésien. Alors, il y a eu des critiques du modèle keynésien, mais la première critique, c'est la réalité. C'est la stagflation. C'est une situation qui ne peut pas être expliquée dans le cadre keynésien, et donc qui a abattu le modèle keynésien. Et depuis, on n'a plus de modèle, même si on parle de nouvelles synthèses, je vais en parler. Donc le but de ce papier, de montrer dans un premier temps que la politique macroéconomique est aujourd'hui davantage pragmatique et éclectique. Elle ne s'appuie pas sur un modèle macroéconomique unique, clair et cohérent. Elle puise dans plusieurs différentes théories, et elle met en œuvre un certain nombre de normes ayant fait une sorte de consensus autour d'un policy mix plus pragmatique que théorique. Alors, nous présenterons cette évolution dans un premier temps et surtout son aboutissement au policy mix qui domine aujourd'hui dans le premier point du papier. Dans le second point, nous tenterons de montrer que ce consensus pragmatique, mis en application par des politiques économiques conjoncturelles, n'est pas tout à fait adapté à la situation d'une économie en développement comme celle du Maroc, une économie qui est marquée par de graves problèmes structurels, dont le traitement appelle des solutions structurelles, mais aussi un rééquilibrage du policy mix macroéconomique dominant. Alors, donc le premier point, c'est la consistance de ce policy mix dominant aujourd'hui. Le policy mix pratiqué aujourd'hui en 2025 est le produit d'une évolution empirique et théorique entamée avec la publication de la théorie générale de Keynes en 1936. Dans ce livre, la théorie générale, Keynes expose son principe de la demande effective qui va fonder la politique économique conjoncturelle de stop and go et qui va constituer le modèle théorique dominant de la macroéconomie dans les pays industriels, puis dans les pays en développement, après les indépendances des années 1960, jusqu'au milieu des années 1970. Ce milieu des années 70 a été marqué par une crise économique empirique sans précédent et combiné sur le plan théorique à des attaques sévères du modèle keynésien, cette crise de stagflation provoqua une rupture en macroéconomie et une fragmentation théorique. Une synthèse théorique dite nouvelle synthèse néoclassique autour du modèle DSGE sera construite par la suite
au début des années 1990, autour de 1992. On peut affirmer, pour aujourd'hui, qu'il n'existe plus de modèle théorique unique, hégémonique, pour fonder les politiques économiques conjoncturelles. Ces dernières sont devenues plutôt pragmatiques, s'appuyant sur des normes provenant de différentes théories économiques. Alors, je retourne à l'âge d'or keynésien, comme j'ai dit, de 1936 jusqu'en 1975 à peu près. Le modèle keynésien présenté dans la théorie générale a vite été simplifié par le modèle ISLM, lequel a intégré au début des années 1960, à partir de 1958, publication de la thèse de Phillips, donc il a intégré au début des années 1960 ce qu'on appelle la courbe de Phillips dans sa version initiale. Parce qu'il y a eu une version initiale de la courbe de Phillips et puis elle a été retravaillée pour la rendre carrément verticale au lieu d'être une relation inverse entre le chômage, donc c'est la simplification qui a été présentée, la vulgate, le chômage et l'inflation. Le modèle ISLM a été construit pour l'essentiel par X, comme j'ai dit, en 1937, à travers une relecture néoclassique du principe keynésien de la demande effective. Et n'oublions pas que Keynes était un néoclassique. Il était élève de Marshall et de Pigou. Pigou était son professeur. Et donc il était néoclassique, mais il a proposé le principe de la demande effective. En réalité, il a été pratiqué par Roosevelt avant même de publier, et par les grands chantiers, même en France. Et en économie, il faut l'avouer, la pratique précède la théorie, toujours. C'est la théorie, elle vient après. Elle viendra après pour théoriser le modèle que nous utilisons maintenant. Donc, ce modèle ISLM est fondé sur l'hypothèse que l'équilibre général est atteint dans l'espace formé par le taux d'intérêt et le revenu national. On travaille dans cet espace-là, taux d'intérêt et revenu national. Lorsqu'on a dans cet espace à la fois l'équilibre réel et l'équilibre monétaire. Alors l'équilibre réel, c'est l'équilibre entre la demande des biens et services et l'offre des biens et services. La demande des biens et services, c'est la consommation plus l'investissement. Keynes travaille dans le cadre d'une économie fermée. Il n'y a pas d'échange extérieur, il n'y a pas d'État. Donc c'est un modèle, c'est assez théorique. Donc la demande, c'est la consommation plus l'investissement. L'offre, c'est justement la consommation plus l'épargne. Donc l'égalité entre l'offre et la demande, ça veut dire l'égalité entre l'investissement et l'épargne. Et c'est pour cette raison qu'on parle de courbe IS. Investissement, épargne, savings. Donc, on a l'équilibre général lorsqu'on a cet équilibre-là du marché des biens et services. Et on a l'équilibre monétaire. L'équilibre monétaire, c'est entre la demande de monnaie et l'offre de monnaie. L'offre de monnaie, elle est exogène, c'est la banque centrale qui la décide. Et la demande de monnaie, c'est les agents économiques non bancaires. Et ils demandent de la monnaie, c'est ce que Keynes appelle la préférence pour la liquidité. Ils demandent la monnaie pour trois motifs que vous connaissez, la transaction, la précaution, la spéculation. On demande de la monnaie pour spéculer ou pour précaution, pour les mauvais jours, ou pour faire des transactions de grande valeur.
Donc on a l'équilibre général lorsqu'on a l'équilibre entre l'équilibre monétaire et l'équilibre des biens et services. Alors vous me direz, oui, l'équilibre sur le marché du travail. Le marché du travail n'existe pas dans la théorie keynésienne. Il n'y a pas ce qu'on peut appeler le marché du travail. Le marché, le travail, en fait, l'offre de travail des travailleurs, elle émane des travailleurs, et la demande, elle émane des entreprises. Les entreprises demandent du travail en fonction de la demande à laquelle qu'ils anticipent. C'est ça le principe de la demande effective. Donc il a inversé les choses. Keynes a inversé la théorie des débouchés de Jean-Baptiste Say du 19e siècle. Il a dit que ce n'est pas l'offre qui va créer la demande, mais c'est l'inverse. C'est que les entrepreneurs, ils font des prévisions, et c'est en fonction de la demande qu'ils anticipent qu'ils vont engager la production, et pour engager cette production, ils vont avoir besoin de tant de travailleurs ou non. Donc, vous avez là toute la politique que propose Keynes. Cette politique, c'est que lorsqu'il y a du chômage, c'est qu'on a une insuffisance de la demande effective. Et si on a l'insuffisance de la demande effective, il faut lancer cette demande effective, il faut la créer. Et qui peut créer de la demande effective? C'est l'État. Et comment est-ce qu'il peut créer de la demande effective? S'il équilibre les finances, il ne crée rien. Parce qu'il prend juste des impôts des entrepreneurs et des ménages, et l'État va les dépenser. C'est qu'au lieu que les agents dépensent, c'est l'État qui va dépenser. Donc s'il équilibre ses finances publiques, mais pour qu'il crée de la demande effective, il faut qu'il pratique un déficit budgétaire. Et donc l'État doit pratiquer le déficit budgétaire. Et comment est-ce qu'il va créer ce déficit budgétaire? Eh bien en créant de la monnaie. Donc la politique monétaire était subordonnée à la politique budgétaire. Dans le modèle keynésien, elle doit créer de la monnaie pour financer le déficit budgétaire qui a pour fonction de créer de la demande pour justement résorber le chômage. C'est ça. Alors, évidemment, lorsque on augmente l'emploi avec cette politique, il arrive un moment où on n'a plus de réserve de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on a atteint le plein emploi. Et lorsqu'on atteint le plein emploi, si on continue à augmenter la demande effective, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de l'inflation. Dans ce cas, il faut arrêter le déficit budgétaire, il faut réduire les dépenses publiques. Ben, c'est le stop. On stoppe pour arrêter la surchauffe et arrêter l'inflation. Donc l'inflation ne peut arriver que s'il y a plein emploi. Alors, lorsqu'il y a stagflation, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport au modèle keynésien. C'est qu'il y a eu stagflation à partir du milieu des années 70. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pratiquer la politique keynésienne pour relancer la demande, on va aggraver l'inflation sans résoudre le chômage. Et donc ça a été un choc par rapport au modèle keynésien. Et donc il y a eu rupture des années 1970 et on va assister à une fragmentation théorique. C'est une situation impossible, comme j'ai dit, dans le cadre de la courbe de Phillips. La courbe de Phillips, c'était une thèse sur les salaires, l'évolution des salaires, un siècle d'évolution, une thèse de doctorat faite par un Australien qui s'appelle Phillips, qui a travaillé sur l'économie anglaise. Et les salaires et les prix, ensuite on l'a réinterprété pour avoir
on fait un arbitrage possible entre le chômage et l'inflation. C'est-à-dire qu'il s'agit, quand on a du chômage, il faut accepter de l'inflation pour combattre le chômage. Et quand on a l'inflation, il faut accepter du chômage. Et donc on arbitre entre les deux. On combat le chômage par l'inflation et on combat l'inflation par le chômage. Mais quand il y a les deux, cette politique ne marche pas. Alors il y a eu des critiques sur le plan théorique de cette courbe de Phillips. Dès le début des années 60, en fait, des critiques menées par ce qu'on appelle le groupe monétariste, conduit par Milton Friedman, professeur à Chicago, qui a conduit une critique sur la courbe de Phillips. Ce dernier, Friedman, met l'accent sur le rôle central de la masse monétaire dans l'inflation. Il prône des règles monétaires stables plutôt qu'une politique discrétionnaire. Friedman remet en cause l'efficacité à long terme des politiques tentant de réduire le chômage en deçà d'un taux naturel. Pour la première fois, Friedman nous dit qu'il y a un taux naturel de chômage qui se situe pour lui autour de 4% et qu'on ne peut pas abaisser en deçà de ce taux naturel de chômage. Friedman était un homme de droite et donc pour lui, le problème c'était l'inflation. Et les pays industriels vont déclarer l'ennemi public numéro 1, l'inflation, à partir de là. Et donc toutes les politiques économiques vont être orientées pour combattre l'inflation. Le chômage, c'est un souci de gauche. Ça ne les intéresse pas. Ce qui est grave pour eux, c'est l'inflation. Il y a eu des critiques de la nouvelle économie classique avec Sargent et surtout Buca. Et ce dernier, il introduit l'hypothèse des anticipations rationnelles qui implique que les politiques de demande systématique sont anticipées par les agents et deviennent inefficaces, même à court terme. Cela signifie l'inefficacité de la politique keynésienne. Et ensuite, il y a eu également les critiques de ce qu'on a appelé l'économie de l'offre, qui met l'accent sur les incitations fiscales et la déréglementation pour stimuler l'offre globale, c'est-à-dire production et investissement. La crise de stagflation et les critiques théoriques ont abouti à un recentrage des politiques économiques sur la lutte contre l'inflation, comme j'ai dit, confiée à des banques centrales dont il faut désormais assurer l'indépendance. C'est la première fois. On ne parlait pas d'indépendance de la Banque centrale sous Keynes. Sous Keynes, la Banque centrale, la politique monétaire était au service de la politique budgétaire. La politique monétaire finançait le déficit budgétaire, les avances de la Banque centrale au Trésor. Et la Banque centrale était soumise au contrôle du ministère des Finances qui gérait la politique budgétaire. Cette indépendance, c'est né avec Thatcher et avec Reagan. Donc, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de sacré. C'est dans le cadre du nouveau consensus après 1970. La crise de stagflation et les critiques ont abouti à un recentrage des politiques économiques sur la lutte contre l'inflation confiée à des banques centrales dont il faut désormais assurer l'indépendance. Cela a aussi abouti à une méfiance accrue à l'égard de l'activisme budgétaire discrétionnaire et à un intérêt pour les réformes structurelles menées par la Banque mondiale dans les pays en développement, dans le cadre de ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel, portant sur le marché du travail et la concurrence.
Alors, les politiques économiques conjoncturelles présentes d'aujourd'hui, c'est une synthèse, ou plutôt un syncrétisme, qui est complexe et qui est plutôt pragmatique. Absence d'un modèle unique hégémonique. Le nouveau consensus, une nouvelle synthèse néoclassique, intègre les éléments suivants qui relèvent des différentes écoles théoriques, L'importance des fondements microéconomiques et des anticipations rationnelles. On doit cet élément à la nouvelle économie classique, ce qu'on appelle les nouveaux classiques. Reconnaissance des rigidités nominales des prix et salaires à court terme. Évidemment, vous reconnaissez là une idée de Keynes, qu'il a opposée à Pigou d'ailleurs. Et un rôle pour la politique de stabilisation, c'est ce qu'on appelle les nouveaux keynésiens, qui vont voir le jour à partir du milieu des années 70. C'était une réaction à ce que Barrère a appelé la contre-révolution des anticipations rationnelles. Primauté de la politique monétaire, là, vous reconnaissez Friedman, à travers les taux d'intérêt pour la stabilisation conjoncturelle, avec un objectif principal de stabilité des prix, cible d'inflation. Et d'ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale du Maroc a dit, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines ou 3, que l'objectif de la Banque centrale, la priorité, c'est la stabilité des prix. Un pragmatisme dominant dans la pratique. Alors, ce pragmatisme, il est résumé par ce qu'on appelle le traité de Maastricht. L'inflation ne doit pas dépasser 3%, la dette ne doit pas dépasser 60% du PIB, le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% du PIB, et ainsi de suite. C'est donc des normes qui ont été, c'est arbitraire, c'est 3%, pourquoi pas 3,5%, pourquoi pas 4%. C'est des normes pragmatiques qui ont été posées, il fallait fixer un chiffre, on l'a fixé. 3%, c'est vraiment l'ennemi public en Allemagne. Un ministre des Finances a été obligé de démissionner parce que l'inflation avait dépassé 3% en Allemagne. Donc l'Allemagne considérait que 3% c'est catastrophique. C'est l'alerte. Évidemment, pourquoi? Parce que dans la mémoire collective des Allemands, il y a l'hyperinflation de 1922 qui a renversé des gouvernements. Et donc ils ont peur de l'inflation. Leur problème numéro 1, c'est l'inflation. Et donc, pour les gouvernements, c'est l'inflation qui est l'ennemi public à abattre. En fait, ces normes n'ont pas été respectées durant la crise Covid, ni avant Covid, pas durant la crise de 2008. Les prescriptions strictes du nouveau consensus ont été dépassées durant ces 2 crises. Utilisation massive et de manière coordonnée d'outils variés, politique budgétaire très expansionniste qui rappelle Keynes. Sarkozy avait cité même Trotsky, plus que cela, plus que Keynes, alors que Keynes n'a jamais été un gauchiste. Avec des plans de relance énormes qui rappellent le keynésianisme. Des politiques monétaires ultra accommodantes et non conventionnelles avec des taux zéro négatifs, assouplissement quantitatif, quantitative easing plutôt, approche boîte à outils,
Différentes théories sont sollicitées, objectifs multiples, emploi, inflation, écologie, inégalité. Donc il y a lieu de parler de pragmatisme beaucoup plus que de théorie. Donc ces normes sont bonnes lorsqu'il n'y a pas de crise. Les débats théoriques persistent parce qu'on reconnaît les limites finalement des modèles à prévoir les crises. Et on reconnaît que le modèle des SGE n'avait pas prévu ce qui s'est passé sur le plan financier dans les bourses en 2007-2008. Et aujourd'hui, il y a des débats sur ces politiques, et puis on cherche le rôle optimal de la politique budgétaire, et puis on cherche la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Et impact de la dette, la stagnation, aucune doctrine unifiée ne s'impose, sinon la doctrine philosophique générale du libéralisme. Et même le libéralisme, il a reçu des coups avec Trump. Pour un rééquilibrage du policy mixte au Maroc. Dans cette seconde section de notre intervention, nous proposons de poursuivre ces débats macroéconomiques en rappelant des caractéristiques spécifiques de l'évolution économique du Maroc, lequel s'est aligné sans réserve sur le nouveau consensus. Lorsque le roi avait nommé le gouvernement de l'alternance, il avait rappelé les règles. Le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3%, etc. Il avait rappelé ces règles. Et ces règles sont toujours dans la tête du gouvernement. Ces caractéristiques spécifiques de l'économie marocaine nous insistent à proposer un rééquilibrage du policy mix pragmatique dominant, qui est caractérisé pour l'essentiel par le principe de l'indépendance de la Banque centrale. C'est curieux de dire cela de ma part, moi qui avais veillé à ce que le gouverneur de la Banque centrale soit nommé par Sa Majesté le Roi dans la Constitution en 2011. Vous voyez l'article concernant les nominations royales, le premier qui est nommé, c'est le wali de la Banque centrale. Parce que je croyais fermement à l'indépendance de la Banque centrale. Bon, alors, on peut mettre ça un peu sur ma vieillesse. Je m'en remets un peu. Alors, ce policy mix dominant peut être en gros résumé par des normes adoptées par le traité de Maastricht, comme j'ai dit. Au Maroc, l'inflation est importée. Elle n'est pas le produit d'un excès de demande. On a connu au Maroc, depuis 1970, 2 épisodes d'inflation. Celui qui a démarré au milieu des années 1970 et tout au long des années 80, où on avait atteint 17% d'inflation. Et le second épisode, c'est celui de la guerre en Ukraine. Dans les 2 cas, il s'agit d'une inflation importée. Donc vous ne pouvez pas combattre une inflation importée avec les instruments classiques. Alors il y a eu un petit épisode au milieu des années 1960, il y a eu une délégation du Fonds monétaire international qui avait visité le Maroc en 1964. Je ne reviens pas à ces événements de l'après-indépendance. Donc la crise inflationniste causée par le premier choc pétrolier, 73-74, il y a eu encadrement du crédit,
Il y a eu réduction drastique des dépenses publiques et des importations dans le cadre du programme d'ajustement structurel mis en place à partir de 1983. Lorsque l'inflation déclarée ennemi public numéro 1 a été vaincue chez nos partenaires, elle a disparu au Maroc. Donc c'est la preuve qu'elle était importée. J'avais fait un travail universitaire à l'époque d'ailleurs, je n'étais pas le seul, où on montrait que cette inflation était pour l'essentiel importée. La crise inflationniste provoquée par l'envolée des prix des hydrocarbures et des matières premières suite au déclenchement russe de la guerre en Ukraine et des sanctions prises à l'encontre de la Russie. La réaction monétaire a été une augmentation du taux directeur, comme si l'inflation importée a été provoquée par un excès de la demande domestique. Dès que cet épisode s'est éteint en Amérique et en Europe, nous sommes revenus à des taux d'inflation habituels. On est autour de 1%. Donc c'est une inflation qui est importée. Vous réduisez le taux d'intérêt, vous aggravez la mollesse de la croissance. Et vous n'allez pas résoudre le problème de l'inflation parce qu'elle vient d'ailleurs. La demande intérieure est déjà faible au Maroc. Lutter contre l'inflation par des moyens monétaires, hausse du taux directeur, ne fait que freiner davantage une croissance déjà molle. Les priorités au Maroc, c'est de combattre le chômage et d'accélérer la croissance. Au Maroc, chacun l'a compris, la priorité devrait être l'accélération de la croissance, la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes, contre la pauvreté, ainsi que pour l'intégration des femmes dans l'activité économique. Ce sont là des défis structurels majeurs. La priorité donnée à la lutte contre l'inflation importée détourne l'attention et les ressources d'objectifs plus fondamentaux. La stabilité des prix est généralement considérée à raison comme une condition nécessaire, mais très insuffisante, à une croissance durable et à la confiance des investisseurs. On sait qu'une inflation élevée et volatile nuit au pouvoir d'achat, à la compétitivité et à la prévisibilité économique. Cependant, dans un contexte de chômage élevé, moyenne nationale supérieure à 13%, je ne retiens pas le chiffre du recensement qui est à 21%, qui est déclaratif, qui n'a pas de grande valeur, et de croissance faible, qui n'atteint jamais 5%, jamais. Depuis longtemps, une focalisation excessive sur une cible d'inflation basse, surtout face à des chocs d'offres, semble contre-productive, car elle implique de sacrifier davantage de croissance et d'emploi. Et puis tout dépend aussi de ce qu'on appelle l'inflation élevée versus l'inflation basse. Nous pensons que le Maroc peut se permettre des taux d'inflation se situant autour de 4%, et non pas la limite de 3%. D'ailleurs, le Maroc ne l'atteignait pas avant l'épisode inflationniste de l'Ukraine. Le Maroc était pratiquement en situation de déflation, à condition de soutenir le pouvoir d'achat des plus pauvres, bien entendu. Empiriquement, il est difficile d'observer des croissances rapides avec un taux d'inflation se situant autour de 1%. En tout cas, seuls des taux de croissance durables se situant au-dessus de 7% permettront au Maroc de résorber le chômage, qui est grave, qui est une bombe à retardement au Maroc. Les taux de chômage parmi les jeunes, ils dépassent les 35%, les 36%, ce qui est extrêmement grave. Le taux d'activité des femmes est autour de 18%, c'est très grave.
C'est vraiment scandaleux, on est parmi les derniers au monde. Donc seuls des taux au-dessus de 7% de croissance semblent pouvoir résorber le chômage, intégrer les femmes dans l'activité économique, améliorer les conditions de vie de la majorité des Marocains. La question de la primauté de la politique monétaire et son efficacité au Maroc. Cette primauté accordée par le nouveau consensus à la politique monétaire dans le policy mix n'est pas adaptée aux conditions de l'économie marocaine. La croissance de la masse monétaire n'a pas été historiquement inflationniste au Maroc. J'ai des courbes, je n'ai pas préparé de projection, où on montre les taux de croissance de la masse monétaire sans jamais produire d'inflation. J'ai régressé l'inflation, le taux d'inflation sur le taux de croissance monétaire, de la masse monétaire, au sens large, N3. Le coefficient, c'est le coefficient de la variable explicative est inférieur à 0,4. Ce qui fait qu'une croissance de la masse monétaire de 20% se traduit par une inflation de 10%, se traduit par une inflation inférieure à 4%. Donc on peut se permettre des croissances monétaires assez élevées sans que cela ne produise de l'inflation. Je ne vais pas m'attarder sur les calculs économétriques. La question du sens, et puis de toutes les façons, quand vous trouvez une régression qu'elle est bonne, qu'elle est très significative, il reste le problème du sens de causalité. Il est clair que durant la guerre en Ukraine, la croissance monétaire a été provoquée par l'inflation et non l'inverse. C'est que lorsque les prix augmentent, les montants de crédit qu'on demande sont plus élevés et donc on demande plus de monnaie, tout simplement. En tout cas, il reste à faire un travail, le test de causalité de Granger là-dessus. Il est donc difficile d'établir quelque relation causale stable entre la croissance de la masse monétaire et l'inflation. Combien même il y aurait une faible relation causale, il faudrait s'assurer qu'elle n'est pas inverse, etc. Le diagnostic supposé par le nouveau consensus n'est pas établi. Côté thérapie, l'efficacité du taux directeur pour influencer l'économie réelle est limitée et non prouvée. L'efficacité de canaux de transmission de la politique monétaire, le canal du taux d'intérêt, le canal du crédit, le canal du taux de change, le canal des anticipations rationnelles, ne peut être que plus faible dans une économie comme celle du Maroc que dans les économies des pays industriels. Les raisons à cela sont les suivantes: faible bancarisation, forte concentration bancaire, peu concurrentielle, faible profondeur financière malgré son augmentation, M2 ou M3 sur le PIB, dépôt bancaire sur le PIB pour mesurer cette profondeur financière, la capitalisation boursière, par exemple la capitalisation boursière sur le PIB, au Maroc c'est 0,57, aux États-Unis d'Amérique c'est 1,08. Troisième facteur, un secteur informel important qui dépasse 30% du PIB, une part significative de crédit à taux fixe et réglementé par rapport au taux variable, une faible sensibilité de l'investissement, 2/3 des investissements sont publics au Maroc. Donc, vous augmentez le taux d'intérêt ou vous le baissez, c'est le budget de l'État qui investit pour l'essentiel. Donc, quelle influence sur l'investissement privé? En plus,
le privé, il pratique l'autofinancement. Bon, il y a aussi le crédit bancaire, mais l'influence est assez limitée. Et puis, on a un régime de change qui est moins flexible, qui limite ce canal. Donc, il faut un rééquilibrage du policy mix. Il faudrait donner plus de poids à la politique budgétaire par rapport à la politique monétaire. Le ciblage strict de l'inflation ne devrait pas être une priorité. La politique budgétaire, dépenses publiques, investissement public et fiscalité devrait cibler plus directement la croissance et l'emploi, notamment à travers l'investissement dans les infrastructures, l'éducation, la santé et le soutien à des secteurs stratégiques comme dans les secteurs industriels qui sont importants. Elle pourrait aussi avoir un rôle redistributif plus direct, notamment à travers les aides sociales directes dont il faudrait améliorer la gouvernance. Évidemment, une politique budgétaire plus active nécessiterait un espace budgétaire, un niveau d'endettement public soutenable. La dette publique du Trésor est de l'ordre de 71% du PIB. Nous pensons que ce niveau est acceptable, d'autant plus que la dette extérieure du Trésor est inférieure à 25% du PIB. Cet état de fait comporte-t-il un risque d'éviction du secteur privé par le secteur bancaire? Ce secteur a besoin d'être soutenu, le secteur bancaire et le secteur privé, mais il a aussi besoin de se bouger, excusez-moi ce terme vulgaire, pour se substituer au secteur public dans les investissements. Il faut aussi une amélioration de la qualité et de l'efficacité de la demande publique. Il faudrait éviter des investissements mal ciblés et des dépenses courantes improductives. Cela ne renforce pas la croissance, au contraire. Et puis, il faut une coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire pour éviter les conflits entre les deux politiques. En conclusion, le nouveau consensus, une nouvelle synthèse néoclassique, a des présupposés théoriques qui ne se vérifient pas dans le cas de l'économie marocaine. La thérapie qu'il propose ne correspond donc pas à ce qu'impliquerait un diagnostic réel des problèmes économiques du Maroc. La primauté monétaire et le ciblage strict de l'inflation face à des chocs d'offres ne peuvent pas corriger les maux que sont le chômage, la mollesse de la croissance et la pauvreté d'une partie non négligeable de la population. Une politique budgétaire plus stratégique et plus axée sur l'investissement productif pourrait jouer un rôle plus central dans la poursuite des objectifs de croissance et d'emploi. Cela nécessiterait une gestion rigoureuse des finances publiques et une amélioration de l'efficacité de la dépense. La politique monétaire devrait conserver son objectif de stabilité des prix comme ancrage fondamental, mais avec une approche plus pragmatique et plus flexible, reconnaissant les chocs inflationnistes et les limites de ces instruments. Son rôle dans la stabilité financière est également primordial. Sa coordination avec la politique budgétaire devrait permettre à la Banque centrale de prendre en charge le financement à des taux zéro des dépenses et des investissements stratégiques pour le pays, allégeant ainsi le poids qui pèse sur les finances publiques. Les politiques macroéconomiques seules ne suffisent pas. Des réformes structurelles sont indispensables pour élever la croissance potentielle et réduire le chômage de manière durable. Ces réformes concernent le marché du travail, le climat des affaires, l'éducation, la gouvernance, le statut de la femme, la justice, le fonctionnement de la justice, la concurrence, y compris dans le secteur bancaire. Il s'agit donc de rechercher une meilleure articulation et un rééquilibrage entre les politiques budgétaires, monétaires et structurelles adaptées aux défis spécifiques et aux mécanismes de transmission propres à l'économie marocaine. Je vous remercie.